Nous sommes le mardi 21 décembre 2021. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. L'usage des sachets plastiques s'invite dans le quotidien des populations malgré son interdiction. Son utilisation constitue pourtant un réel danger pour l'environnement. Vous suivrez à cet effet un magazine que propose la rédaction. Comment développer le leadership et quels sont les outils pour un bon manager? À suivre dans ce journal les orientations de quelques chefs d'entreprise. Et puis la drépanocytose, une maladie héréditaire d'origine génétique qui altère l'hémoglobine, peut être bien évitée. Comment se manifeste-t-elle et comment l'éviter? On en parle dans cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Toutes nos excuses pour ce retard. On démarre cette édition par un élément sur le leadership et le management. Plusieurs citoyens ont tendance à confondre les deux thèmes. Pourtant, ils sont bien différents et ne procèdent pas à la même méthode de gestion. La différence entre le leader et le manager dans cet élément que nous propose Diane Christelle Oniodier. Pour moi, le leadership se résume peut-être en 3 phrases. La première, donc, c'est de fixer des orientations. Ensuite, aligner les gens, c'est-à-dire les amener pour être convaincus de vos idées. Et ensuite, la motivation. On ne se dit pas leader, mais c'est l'entourage, le milieu dans lequel vous êtes, l'exercice de votre métier, de votre job, qui fait de vous un leader. Vous savez, pour les petites blagues même que je mène, on me parle déjà de leader d'opinion, on m'attribue cela. Dans les responsabilités, dans la gestion que je fais, on m'attribue aussi ce titre de leader. Le leader doit pouvoir donner des orientations. Donc celui qui voit des situations et fixe des objectifs, il a des plans de développement stratégique qui permettent de voir loin, voir tout ce qui peut produire des changements à l'avenir. Ensuite, il doit tout faire pour convaincre les gens qui sont avec lui de ces changements-là et des orientations qu'il donne. Et motiver tout le personnel qui est autour de lui pour amener tout ce monde-là à adhérer à ses idées. On voit le leadership en entreprise et le leadership aussi en politique. En entreprise, c'est quand tu fais tout lorsqu'il y a un changement et que tout le monde est désarçonné. Et toi, tu réfléchis. Tu essayes d'amener les gens à voir que ces changements-là peuvent se traduire en des actions positives pour la société et amener tout ce personnel à adhérer à tes idées, à adhérer à ta nouvelle vision. Au niveau politique, vous devez voir qu'il faut donner de nouvelles idées au peuple, il faut donner de l'espoir au peuple. Il faut dire, avec ces idées-là, on peut arriver à produire des changements qualitatif au niveau donc de votre manière de vivre, au niveau de votre manière de penser, etc., etc. Et en fait, le leader doit pouvoir faire des petites révolutions pour permettre aux populations de le suivre. Le manager, c'est celui qui planifie, c'est celui qui fait des budgets et les approuve, et c'est celui-là qui gère les ressources humaines, gère les fonds. Donc, il y a une grosse différence entre le leader et le manager. On tend de plus en plus à confondre au management, c'est-à-dire gérer le quotidien, gérer les hommes, gérer le budget. Tandis que le leader voit plus loin, il est celui qui crée, celui qui a une vision, c'est celui qui fait adhérer sa vision
à ses collaborateurs pour apporter loin l'entreprise. C'est la façon dont vous gérez qui vous confère le titre de leader. Le management même, c'est ce que vous faites. Alors que le leadership, ça c'est une qualité. Autre élément dans ce journal mis sur les fonds baptismaux ce samedi 18 décembre 2021 du réseau panafricain des journalistes chrétiens pour la bonne gouvernance et la démocratie. Lecture des textes régissant cette organisation et élection du bureau dirigeant sont entre autres temps forts qui ont marqué la rencontre. Aziz Adam Soulé, Ansem Ronguet pour le compte rendu. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre désormais pour se creuser le réseau panafricain des journalistes chrétiens pour la bonne gouvernance et de la démocratie. Un comité mis sur pied après l'aboutissement d'un long processus. Nous avons procédé au toilettage des différents textes qui régissent actuellement le réseau, parce que c'était un réseau national, mais qui est porté à l'échelle continentale. Alors, il était impérieux de revoir les textes avec bien évidemment l'aide des spécialistes en la matière, parce que nous nous sommes entourés de plusieurs personnalités, dont des ambassadeurs pour la paix, des éminents hommes de Dieu. Nous avons également le soutien des hommes politiques, parce que c'est eux qui ont acheté la politique de développement. Une politique de développement qui ne saurait se faire sans l'implication des acteurs concernés. Et déjà, le réseau panafricain des journalistes chrétiens pour la bonne gouvernance et de la démocratie ne compte pas s'arrêter uniquement à l'étape d'installation des membres du nouveau bureau. Des projets sont en perspective. Nous sommes en train déjà de lutter pour avoir un siège panafricain, que ce soit dans un pays où on nous accepte ou de nous aider à avoir ce siège et avoir un institut panafricain de la bonne gouvernance et des techniques de communication, c'est-à-dire pour former des journalistes enquêteurs, des journalistes investigateurs et apporter à la jeunesse qui est en train de se faire former, d'avoir les qualités, la force d'aller véritablement vers la lutte contre la corruption sans avoir peur et se laisser corrompre. Motif de satisfaction et d'encouragement pour les participants présents à ce congrès. C'est une initiative louable. Je pense que là où les chrétiens s'engagent, il y a espoir. Donc si un réseau de journalistes se met en place pour lutter contre la corruption, pour travailler à la bonne gouvernance, on ne peut que féliciter les initiateurs et souhaiter longue vie à cette association. Nous venons de naître ensemble, la main dans la main. Nous pouvons faire quelque chose de positif. Une grande partie du comité exécutif permanent a été élu, dont le président, certains vice-présidents qui sont d'ici, du Bénin. Tous les membres du comité exécutif permanent ne sont pas censés être des Béninois ou vivre sur le territoire du Bénin. Après cette étape, le bureau de ce nouveau réseau prévoit dans les tout prochains mois une tournée de prise de contact avec leurs pairs des pays de la sous-région. Un élément santé dans cette édition, la drépanocytose, une pathologie génétique qui altère l'hémoglobine. C'est une maladie qui sévit toujours dans le monde, une maladie héréditaire bien évidemment. Suivez ce magazine réalisé par Nafissatou Hassani pour en savoir davantage sur les causes et les modes de prévention. La drépanocytose, ça vous dit quelque chose? La trépa, les hématies, ça vous dit bien quelque chose? La voilà peut-être, la problématique. La drépanocytose est l'une des maladies les plus fréquentes et les plus mortelles dans le monde. Elle se manifeste à travers plusieurs crises très souvent douloureuses et critiques. En termes clairs et simples, on peut retenir que la drépanocytose est une maladie génétique, c'est-à-dire qui a son origine dans les gènes, qui peut être transmise des parents aux enfants lorsque deux parents porteurs de traits ou porteurs de la maladie mettent au monde un enfant. Cette maladie se manifeste essentiellement à travers des crises douloureuses ostéo-articulaires. Les crises qu'on appelle les crises vaso-occlusives sont des douleurs qui surviennent au niveau des os ou des articulations et qui sont extrêmement douloureuses. On peut avoir des manifestations, toujours en parlant de la crise vaso-occlusive, elle peut se manifester au niveau de l'abdomen. L'analyse principale, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est elle qui permet d'aller déterminer
le type d'hémoglobine que la personne porte. Ceux qui sont AS ou AC ne développent pas des crises vaso-occlusives. Ils ne développent pas de symptomatologie douloureuse liée à la présence du S. Ils peuvent développer des symptomatologies douloureuses mais liées à d'autres pathologies. Une simple arthrose ou une arthrite ou n'importe quelle autre pathologie articulaire douloureuse peut les toucher. Mais cette douleur n'est pas liée à la présence de l'hémoglobine S ou C puisqu'elle n'est pas prépondérante dans leur génotype. La drépanocytose est héréditaire. Nombreux sont ceux qui en ont souffert et qui nous ont laissés trop tôt. J'ai eu des amis qui souffraient de cette maladie. J'ai dû souffrir parce qu'il y en a qui ne sont plus là. C'est une maladie assez particulière qui mérite toutes nos attentions. Les jeunes amoureux doivent prendre leurs précautions afin d'éviter que ce mal ne touche à leur progéniture. Il importe que nous jeunes, que mes pères jeunes puissent prendre ça au sérieux. On ne se met pas ensemble du jour au lendemain et envisager peut-être vivre ensemble. Et on ne se met pas ensemble, on ne se permet pas d'aller peut-être au cesse sans se protéger. Si entre-temps on ne connaît pas l'état, l'électrophorèse de son ou sa partenaire. Il faut d'abord penser à ces êtres innocents qui vont voir le jour avant de poser nos actes. Il ne faut pas, qu'au nom de l'amour, hypothétiquer l'avenir des enfants. Il importe de choisir entre la souffrance et le bonheur. Encore que la souffrance, ce n'est pas forcément pour eux, parents de façon directe. Ce sont ces enfants-là qui viennent au monde, qui n'ont rien demandé à personne et qui viennent souffrir. Il faut sensibiliser davantage et amener les gens à voir les multiples problèmes que cause la maladie. Si on continue d'en parler, c'est parce que l'information n'est pas encore accessible à toutes les couches de la population. Et de deux, parfois il arrive que même lorsque les gens se savent porteurs de traits, puisque lorsque l'une des personnes présente déjà la présence de l'hémoglobine S ou C dans son génotype, il n'est pas conseillé qu'il aille avec une autre personne qui a également la présence du S ou du C dans son génotype, c'est-à-dire AS et AC ou AS et AS. C'est déjà pas du tout déconseillé. Donc parfois il arrive que même quand les gens savent qu'ils sont porteurs, c'est l'amour qui est plus fort que tout et ils ont envie de rester ensemble. Ils ont envie de croire qu'ils auront la chance d'avoir un enfant AA. Néanmoins, il existe plusieurs formes de cette maladie, les unes plus graves que les autres et parfois même sans aucun signe révélateur. La forme la plus grave, c'est la forme SS. Et ensuite, il y a la forme SC. A priori, ce sont les deux. À part les formes SS et les formes SC, il y a aussi la forme CC qui est pratiquement asymptomatique. Parfois, les gens se découvrent drépanocytaires à l'âge de 40, 45 ans parce qu'ils sont CC et parce que de toute leur vie, ils n'ont jamais fait de crise vaso-occlusive. Le dépistage doit être fait dès le bas âge afin de permettre à chaque enfant de connaître avec qui s'accoupler afin d'éviter le pire. Il est très important que chaque personne, dès l'enfance, les parents fassent aux enfants le dépistage, leur électrophorèse pour connaître leur statut vis-à-vis de cette maladie. Lorsque tu fais ton électrophorèse de l'hémoglobine, s'il y a un soupçon, c'est toujours bien de se faire suivre à l'hôpital parce que quand bien même il n'y a pas de manifestation extérieure, il peut y avoir des complications interne. L'hydratation est la meilleure des solutions afin de réduire les risques de crise grave. Il est conseillé qu'on prenne au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Alors chez les drépanocytaires, on va jusqu'à 3 litres. Chez la personne adulte, chez les enfants, à partir de 2 litres. Parce que cela permet pour utiliser un terme simple, de fluidifier. Puisque le mécanisme des crises vaso-occlusives, c'est un mécanisme vasculaire. C'est parce que le sang est épaissi par l'hémolyse chronique et c'est ça qui entraîne les douleurs au niveau des os. Donc c'est l'hydratation qui est la première mesure. La deuxième mesure, c'est la prise d'acide folique, c'est-à-dire la foldine à vie. Porter une maladie n'est pas signe de faiblesse ou de relâchement.
Il faut malgré tout avancer et toujours avoir la tête haute face aux situations de la vie. Avoir un handicap, c'est chiant, mais c'est... Après, je parle pour ma part parce que c'est juste une drépanocytose, quoi. Il y a des maladies bien pires, mais c'est vrai que ça m'a quand même gâché beaucoup de moments dans ma vie. Mais c'est pas ça, en fait, qui va te faire... faut pas se dire que la vie, elle s'arrête là. Ouais, je suis malade, je peux pas faire ça, je peux pas faire ci. Faut tout le temps se dire, ouais, ok, je suis malade, mais même en étant malade, je peux faire ça parce que j'en ai envie, en fait. Faut tout le temps foncer, faut oublier la maladie de temps en temps, je crois. La drépanocytose, ça vous dit quelque chose? Serait-ce à cause de l'ignorance du public sur son existence? On le sait, rien n'arrêtera plus désormais nos échanges, nos brassages, nos mélanges, nos métissages. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Certains citoyens béninois continuent d'utiliser les sachets plastiques malgré la législation en vigueur. Une habitude qui cause d'énormes dégâts à l'environnement. Suivez cet élément de Diane-Christine Oniodier pour de plus amples explications. L'utilisation des sacs plastiques non dégradables a pris d'ampleur au Bénin. Pratique et non coûteux, ces sachets ont atteint une utilisation hors norme. Chaque année, entre 500 et 1000 milliards de sachets plastiques sont utilisés dans le monde selon l'enquête de Greenberry. Au Bénin, les chiffres sur l'utilisation des sachets font défaut, mais il n'y a pas de doute que le sac plastique fait partie du quotidien du Béninois. Sans vous mentir, l'utilisation des sachets plastiques est une habitude de seconde nature, de première instance. L'usage des sachets plastiques est entré dans les mœurs. La population l'utilise sans retenue. Nous sommes à Dantokpa, le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, situé à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Ici, l'usage des sachets plastiques s'invite dans le quotidien des usagers de ce lieu de change. Les bonnes dames et tout le monde ne peuvent rien faire sans utiliser le sachet par jour. Après l'utilisation de ces emballages plastiques qui sont aussitôt abandonnés dans la nature, dans les cours d'eau, ils indisposent ainsi les milieux où ils sont logés, ce qui entraîne d'énormes conséquences sur l'environnement. La première conséquence sur l'environnement, c'est d'abord la pollution esthétique. Vous voyez ces sachets déambuler ça et là. Si ces sachets plastiques ne quittent pas le circuit béninois, l'inondation va toujours persister. Les projets de salubrité du Grand Nokoué n'auront pas aussi leur impact sur le quotidien des Béninois. Alors, c'est mauvais pour l'environnement parce qu'on jette le sac plastique et que le plastique n'est pas biodégradable. Que le sac plastique va donc se retrouver au gré du vent, dans la mer, dans des espaces et finalement, c'est les poissons après qui vont se retrouver à manger ces trucs-là et à être en fait, comme c'est pas biodégradable, ça ne se détruit pas et au bout du compte, ça tue d'autres espèces animales dont après on a besoin pour nous manger. Donc d'un point de vue écologique, c'est une aberration. Un réel danger guette les utilisateurs de sachets plastiques. Cela n'est pas perceptible au regard, s'il vous plaît, chers amis. Mais ces sachets sont fabriqués à base des dérivés du pétrole. Et nous savons qu'une dérivée du pétrole ne peut pas être profitable à l'organisme humain. Et donc, il va sans dire que même au niveau individuel, qu'on se sente interpellé par la question. Lorsque l'on met des choses chaudes dans le sachet plastique et qu'on vous le verse comme ça, là, il y a une espèce de réaction qui se fait grâce à la chaleur qui fait qu'il va y avoir des produits qui, lorsqu'on va les ingérer, vont devenir toxiques à l'intérieur du corps. Des années plus tard, c'est long, mais ça va y arriver, des maladies qu'on appelle souvent des cancers. D'accord ? Le mot cancer, c'est en fait des maladies qui atteignent tout le corps, parce que le corps a été détruit, avec et puis c'est très difficile, on les soigne peu. Malheureusement, on en meurt beaucoup. Alors des cancers du sang, des cancers de la gorge, des cancers de certains endroits, qui font qu'après, on va mourir de ça uniquement parce que tous les jours, on a acheté des produits chauds que la bonne dame nous mettait dans du sachet plastique et qu'on a mangé comme ça tous les jours. Pour lutter contre cette pratique, des efforts sont menés au niveau des journalistes, de même que du gouvernement béninois.
Pour rappel, l'Assemblée nationale a voté le vendredi 3 novembre 2017 la loi numéro 2017-39 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin. Depuis cette date, on observe une mobilisation de plus en plus forte contre l'utilisation des sacs plastiques. Des actions sont menées par les pouvoirs publics, les associations, afin de réduire l'impact de ces sacs sur l'environnement en amenant la population béninoise à comprendre les dangers qu'elle court en les utilisant. Ainsi se referme ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Saint-Tiche Fonsa. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook Etélé en direct, notre compte Twitter Etélé Live, notre chaîne YouTube Etélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android Etélé Bénin. Etélé avec vous, pour vous. À bientôt.